Ma copine m'a lancé un ultimatum. Soit je fais plus attention à ce qu'elle dit, soit je sais plus ce qu'elle veut faire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que je me rends compte que je vous parle de plus en plus d'ETF. Et puis j'ai des gens comme ma copine à laquelle je tiens et à mes enfants qui me disent, mais quels sont les ETF qui pour toi sont vraiment, mais vraiment importants? Si tu devais choisir 3 ETF en tout et pour tout, lesquels tu prendrais, toi, François-Xavier? Et je me suis moi-même beaucoup posé la question parce que je vois beaucoup de commentaires dans mes vidéos où on me parle de différents ETF, on me demande ce genre de choses. Et je trouve que c'est important maintenant que je me pose réellement le problème. Quels sont les 3 ETF qui me semblent essentiels si je devais choisir que 3 ETF au monde et que je voulais les garder longtemps, lesquels je prendrais? Eh bien, dans cette vidéo, c'est ce que l'on va voir. Je vais d'abord vous expliquer grosso modo ce que je recherche moi réellement dans un ETF, ce qui me semble essentiel pour trouver le bon ETF adapté. Et puis ensuite, je vais vous donner les 3 ETF qui fonctionnent pour moi, les 3 que moi je conseillerais sans aucune difficulté à mes enfants et à ma copine. Alors j'espère qu'ils marcheront aussi pour vous, mais chaque cas est individuel. Mais vraiment, pour moi, pour mes enfants, pour ma copine, ces 3 ETF me plairaient beaucoup. Et puis enfin, je vous indiquerai un site, je mettrai le lien d'ailleurs dans la description, où vous pouvez aller vous-même sélectionner les ETF. Le site est gratuit, la vidéo n'est pas sponsorisée, hein. Le site est totalement gratuit et vous pouvez choisir l'ETF qui vous conviendra le mieux et surtout comparer beaucoup, beaucoup d'ETF différents. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ETF et surtout, qu'est-ce qui est important pour moi dans le choix d'un ETF? Pour être très rapide sur ce qu'est un ETF, c'est une société dont vous achetez une part et la société elle-même va répliquer généralement un indice. Par exemple, si vous prenez un ETF sur le CAC 40, vous allez acheter une part de cette société qui est basée sur le CAC 40 et la société, elle, va acheter, soit elle va acheter chacune des actions du CAC 40 dans les proportions du CAC 40, soit elle va acheter ce qu'on appelle des swaps. Voilà, c'est un truc un peu compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. L'un des deux. Et l'avantage, c'est que l'ETF va augmenter dans les proportions du CAC 40. C'est-à-dire que si le CAC 40 monte de 1%, la valeur de l'ETF va augmenter de 1%. Et s'il baisse de 1%, la valeur de l'ETF va baisser de 1%. L'avantage pour vous, c'est que vous allez acheter le CAC 40 sans avoir à acheter les 40 entreprises. Et après, des ETF, vous en avez sur toutes sortes d'indices. Vous en avez évidemment sur le Standard & Poor's 500, j'en ai déjà parlé 1000 fois et j'en reparlerai tout à l'heure. Vous l'avez sur des indices mondiaux pour refléter la croissance de la croissance mondiale. Vous l'avez sur les valeurs technologiques. Vous avez des ETF sur les valeurs de soins. Vous avez des ETF sur l'habitat. Vous avez des ETF sur tout ce qui est possible et imaginable. Donc vraiment, il y a des ETF, il y en a sur tout. Et puis après, vous avez des ETF qui sont beaucoup plus compliqués, des ETF avec des effets de levier, etc. Mais ça, c'est vraiment des choses qui me plaisent pas. Donc voilà. Et ce que je cherche, moi, réellement dans un ETF. Alors, la première chose que je vérifie dans un ETF, c'est qu'il est UCITS. Alors, UCITS, c'est une norme européenne qui va vous garantir à vous d'avoir une certaine liquidité dans l'ETF. C'est-à-dire que quand vous allez acheter votre part de l'ETF, vous savez que ça sera facile d'acheter une part et vous savez aussi que ça sera facile de revendre une part, que vous ne soyez pas coincé, vous, avec la part d'ETF, sans pouvoir trouver un acheteur en face. La norme UCITS, elle fait en sorte qu'il y ait une liquidité et vous allez donc pouvoir acheter et vendre votre part d'ETF pendant tout le moment où la bourse est ouverte, comme une action en fait. Vous allez pouvoir l'acheter entre 9 h et 18 h tous les jours du lundi ou vendredi très facilement et puis à d'autres horaires si votre ETF est américain, etc. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. La norme UCITS vous assure une grande liquidité de l'ETF. Donc pour moi, c'est un point absolument essentiel et ça vérifie aussi d'autres choses, hein. Il y a la liquidité, il y a la transparence et puis il y a le fait que ce soit conforme à la réglementation européenne. Ça, c'est la norme UCITS, ça me semble essentiel. La deuxième chose que je regarde, c'est la réplication physique. Je vous ai dit que l'ETF, en fait, il avait deux moyens
de répliquer un indice. Soit il achetait les valeurs du CAC 40 s'il veut répliquer l'indice CAC 40, soit il prenait des swaps. Des swaps, grosso modo, c'est la promesse que lui donne une banque de lui fournir l'action s'il en a besoin. Par exemple, si je décide de faire un ETF sur le CAC 40 sans acheter les actions de CAC 40, je peux demander à la banque, à la BNP, de me garantir qu'elle me fournira les actions si j'en ai besoin. Et dans ce cas, la BNP va me donner un swap. Alors c'est très bien, sauf si la BNP fait faillite. Alors la BNP, il y a aucune chance qu'elle fasse faillite, mais je vous rappelle qu'il y a des banques gigantesques comme Lehman Brothers, il n'y avait aucune chance non plus qu'ils fassent faillite jusqu'au jour où ils ont fait faillite. Et donc pour moi, ce genre d'ETF, il est assez risqué parce qu'il n'achète pas réellement les actions, il achète un swap, donc il a une contrepartie. Et si la contrepartie fait faillite, et bah bye bye, rideau, vous n'avez plus rien. Et donc ça me déplaît fortement. C'est pour ça que je vérifie qu'il achète bien les actions. S'il achète les actions du CAC 40, bah votre ETF, il peut rien lui arriver. Il va baisser si le CAC 40 baisse, ça c'est vrai, mais il aura les actions du CAC 40. Donc à la limite même, je dirais que si l'ETF lui-même disparaît, et ben vous, tout ce que vous ferez, c'est que vous récupérerez les actions du CAC 40 dans la proportion des parts que vous avez dans l'ETF. Donc vraiment, votre risque, il devient extrêmement minime quand l'ETF est physique. C'est pour ça que je conseille des ETF physiques. Et c'est aussi pour ça que je conseille souvent aux gens, quand il faut acheter un ETF Standard Poor's, par exemple, donc sur la bourse américaine, de ne pas acheter un ETF Standard Poor's qui est éligible au PEA, parce que si vous prenez un ETF Standard Poor's éligible au PEA, ça sera fatalement un ETF avec des swaps, et ça ne sera pas un ETF avec une réplication physique. Donc moi, ce que je veux, c'est la réplication physique, si possible, réplication physique intégrale, c'est-à-dire pas uniquement parfois, vous savez, ils n'achètent pas l'ensemble des actions parce qu'il y a 2000, 3000 actions dans l'indice en question. Et du coup, ils vont acheter les principales actions et ça leur suffit pour répliquer l'indice. Moi, je préfère, c'est pas mal de le faire comme ça, mais moi, je préfère qu'il y ait vraiment une réplication physique complète et pas par échantillonnage. Voilà. Donc ça, c'est les deux premières choses que je vérifie. Et puis, la troisième chose que j'aime vérifier, pas toujours, mais quand même, j'aime bien. Si j'achète l'ETF en euros, j'aime bien vérifier qu'il a un hedge. Alors, un hedge, c'est quoi? C'est une assurance. C'est une assurance de change, sur le taux de change. Par exemple, si vous achetez un ETF sur le Standard Poor's en dollars, on verra ça tout à l'heure, mais si vous achetez un ETF sur le Standard Poor's en dollars, eh bien, il est coté en dollars. Donc, bah, si le dollar baisse ou monte par rapport à l'euro, bah, globalement, votre fortune, elle va changer. Mais vous, ça vous permet d'avoir un placement en dollars. Par contre, si vous achetez un ETF sur le Standard Poor's en euros, c'est-à-dire que vous achetez votre ETF, il est coté en euros, je vous en donnerai un tout à l'heure qui me plaît beaucoup, qui est coté en euros. Mais que le dollar baisse par rapport à l'euro, eh bien, le Standard Poor's aura beau augmenter, comme la valeur du dollar baissera par rapport à l'euro, la valeur de votre ETF baissera. Et vous serez, vous, surpris du résultat de voir la valeur de votre ETF qui baisse alors que le Standard Poor's est en train de monter. L'assurance que peut faire l'ETF dans ce cas-là, eh ben, c'est de vous assurer contre la baisse du dollar par rapport à l'euro. Et du coup, bah, vous êtes assez tranquille sur la volatilité des monnaies. Vous ne serez pas embêté par la volatilité des monnaies. Donc voilà, les trois choses principales que je regarde chez un ETF, c'est 1, est-ce qu'il est UCITS? 2, est-ce qu'il est à réplication physique? 3, si c'est un ETF sur des entreprises étrangères, est-ce qu'il y a un edge? Ça, c'est les trois trucs essentiels. Et puis après, il y a des petits bonus que je regarde, mais qui sont à côté, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce qu'il est à accumulation ou est-ce qu'il est à distribution? Ça, c'est deux choses différentes et c'est en fonction de vos objectifs. Accumulation, bah, les dividendes que versent les entreprises restent dans l'ETF et ça permet à la valeur de l'ETF d'augmenter plus rapidement. Je vous explique encore avec le CAC 40. Les entreprises du CAC 40 versent des dividendes. Si l'ETF est à accumulation, l'ETF garde les dividendes des entreprises du CAC 40 et il en profite pour racheter des actions des entreprises du CAC 40. Du coup, la valeur de l'ETF grimpe plus rapidement et en plus, vous n'avez pas la fiscalité, vous, sur les dividendes. Donc, est-ce qu'il est à accumulation? Ça peut être intéressant quand on veut que la valeur de son patrimoine augmente très rapidement, mais qu'on n'a pas besoin d'avoir d'argent. Et puis,
l'autre possibilité, c'est est-ce qu'il est à distribution? Bah, je reprends l'exemple, entreprise du CAC 40 verse des dividendes, votre ETF est à distribution, eh bien tous les trimestres ou tous les ans, ça dépend de l'ETF, il va vous verser à vous des dividendes et vous allez toucher, vous, des dividendes. Bah, ça, si vous avez besoin d'une rémunération, c'est quelque chose d'important. Donc c'est la chose aussi que je regarde, accumulation ou distribution, selon l'objectif que j'ai, mais on en reparlera tout à l'heure. Je regarde les frais de l'ETF. Est-ce que les frais sont raisonnables? Ça, sur le lien que j'ai mis dans la description vers le site gratuit, c'est indiqué et il y a une comparaison des frais entre les différents ETF. Ce qui est très intéressant avec les ETF, c'est que les frais sont généralement très faibles, mais vraiment très, très faibles. Un ETF sur le Standard Poor's 500, par exemple, les frais vont être de 0,07%. Vous voyez, c'est vraiment très faible comme frais. Et les frais, c'est ce que l'ETF prend pour payer le gérant, pour payer les comptables, etc. Donc, l'intérêt d'un ETF, c'est qu'il faut qu'il y ait des frais très faibles et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Et puis ensuite, c'est l'indice qui m'intéresse, c'est-à-dire l'indice que va couvrir l'ETF. Est-ce que je veux être sur le CAC 40? Est-ce que je veux être sur l'Europe? Dans ce cas, ça sera plutôt un un Eurostoxx 600, donc les 600 plus grosses entreprises européennes. Est-ce que c'est sur les États-Unis? Et dans ce cas, bah, peut-être un ETF sur le Dow Jones ou un ETF sur le Standard Poor's 500. Est-ce que c'est sur le monde? Donc on est plutôt sur du MSCI World. Est-ce que c'est sur des secteurs très particuliers, etc. Donc sur quoi l'ETF va faire? Et puis quelle est la profondeur de l'indice? C'est-à-dire est-ce qu'il y a que 30 actions comme le Dow Jones ou est-ce qu'il y en a plus de 500, enfin 500 comme le Standard Poor's 500? Est-ce qu'il y en a 40 comme le CAC 40 ou est-ce qu'il y en a 600 comme l'Eurostoxx 600 pour les entreprises européennes? Et puis enfin, ce que je regarde, c'est est-ce que l'ETF, il est compatible avec le PEA? Parce que avoir un ETF sur le CAC 40 et ne pas profiter de la fiscalité du PEA, c'est un peu dommage. Donc voilà, par contre, pour un ETF sur le Standard Poor's 500, vous n'aurez pas un ETF qui correspond à mes objectifs et à mes critères qui sera compatible avec un PEA. Donc voilà. Mais si l'ETF est compatible avec le PEA, c'est un peu dommage de se priver de l'enveloppe fiscale du PEA. Voilà donc ce que je regarde avant tout dans un ETF. Et maintenant, je vais essayer de vous donner les 3 ETF qui me plaisent le plus. Le premier ETF qui s'appelle UBS MSCI World UCITS et qui a un Edge. Alors, cet ETF, en fait, c'est un ETF qui est basé sur, grosso modo, sur la croissance mondiale. En fait, il regarde les 23 plus gros pays développés et il achète les actions qui composent l'indice MSCI World. C'est plus de 1500 actions, hein, plus de 1500 entreprises, pardon. Donc, c'est un ETF qui va être extrêmement diversifié géographiquement. Il va être extrêmement diversifié également par type d'entreprise, hein, parce que bah, voilà, il y a des entreprises vraiment qui font absolument tous les domaines, et il va refléter la croissance mondiale. Le fait, on le prend également, vous voyez, j'ai choisi également la banque UBS, donc une banque gigantesque, une banque suisse. Donc moi, ça me donne assez confiance d'acheter un ETF qui est géré par UBS et qui est très très bien régulé. Et puis ensuite, vous avez un petit avantage avec lui, enfin 2 avantages. Le premier, c'est qu'il est hedge. Donc certes, il va avoir l'ensemble de la croissance mondiale, mais il va aussi vous protéger contre les changes mondiaux et les variations de changes mondiaux. Donc ça, c'est un grand, grand plus. Et puis, la deuxième particularité, c'est qu'il est à accumulation. Donc, il vous permet, il est fait pour des gens qui veulent accumuler de la richesse, faire grossir leur patrimoine et pas toucher des dividendes tous les ans ou tous les trimestres. Donc voilà, mon premier choix, si vraiment je dois choisir pour moi, pour mes enfants, pour ma copine, je ne sais pas si ça marche pour vous. Chaque cas est individuel, donc voilà, je ne donne pas des conseils en gestion de patrimoine. Je vous dis pour moi ce qui marche, vous faites vos recherches. Mais pour moi, c'est un ETF parfait. Il est à réplication physique, il est hedgé, il est accumulant et en plus, il est ultra diversifié. Certes, 70% c'est les États-Unis, mais c'est quand même
ultra diversifié. Vous avez en tout 26 pays du monde développé. Les frais, eux, sont raisonnables. Ils sont aux alentours de 0,28%, il me semble. Donc, c'est extrêmement raisonnable. Surtout pour un portefeuille hedgé, parce que l'assurance hedge, elle a quand même un petit coût. Le deuxième que je cherche, et celui-là, j'en parle très facilement parce que je l'ai acheté moi-même. Je l'ai acheté réellement moi-même, je le possède, c'est même l'ETF, je crois que j'ai le plus. Donc vraiment, voilà. L'ETF qui m'intéresse énormément aussi, c'est un ETF dont le code est SPPE. SPPE. Et cet ETF, c'est le SPDR, Standard Poor's 500. Alors, SPDR, c'est tout simplement la société Standard Poor's qui le gère. Donc là aussi, j'ai confiance. Il a plusieurs avantages. D'abord, il est basé sur les 500 plus grosses entreprises américaines. Et il représente 80% de la bourse américaine. 80% du poids, de la capitalisation de la bourse américaine. Donc, grosso modo, quand vous achetez cet ETF, vous pariez sur la croissance des États-Unis. Et évidemment, il est extrêmement diversifié, même si actuellement, ce sont beaucoup les entreprises de la tech qui mènent l'ETF et qui représentent un gros poids en lui. C'est quand même un ETF qui est extrêmement diversifié. C'est un ETF qui est à accumulation, donc là aussi, c'est fait pour faire grossir son capital. C'est un ETF qui est hedgé, hein, il est en euros, donc il est hedgé et ça vous assure donc sur le change entre l'euro et le dollar, et ça c'est un énorme plus. C'est un ETF dont les frais sont très faibles. Il me semble que c'est 0,12%, mais vous pourriez aller voir avec le comparateur que j'ai mis en bas, mais il me semble que c'est 0,12%. C'est faible hein, pour un portefeuille qui est hedgé, c'est vraiment faible parce que l'assurance en elle-même coûte très très cher. UCITS évidemment, mais tous ceux dont je vous parle là sont UCITS. Il n'y a pas de problème là-dessus. Que vous dire d'autre sur ce portefeuille, sur cet ETF? Rien. Voilà, pour moi, il est vraiment très très bien. Et allez, je vous le dis, mais ça ne concerne que moi, encore une fois. Si je devais en acheter qu'un seul, ça ce serait celui-là. Voilà, si je devais en acheter qu'un seul, ça serait celui-là. La croissance moyenne du Standard Poor's 500 dividende réinvesti, donc exactement ce que fait cet ETF. La croissance moyenne du Standard Poor's 500 dividende réinvesti depuis 100 ans, c'est plus de 10%. C'est entre 10 et 11% par an de croissance moyenne. Celui que je vous avais donné sur EBS, la croissance moyenne du MSCI World, dividende réinvesti sur les... Alors, je ne sais plus si on l'a sur 50 ans ou sur 60 ans, mais sur une bonne durée également, c'est 8 à 9%. Donc, c'est un petit peu inférieur, 8 à 9% par an. Et le troisième ETF que j'aime beaucoup, alors lui, par contre, c'est un ETF, j'ai voulu penser. Les deux premiers sont accumulation, donc c'est pour des gens qui sont dans une phase d'accumulation de leur capital, des gens qui sont plutôt comme moi. Mais il y a des gens qui aiment toucher des dividendes réguliers ou des gens qui commencent à vivre de leur rente, par exemple, qui passent à la retraite ou qui ont besoin d'avoir un revenu régulier. Bon, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais dans ce cas-là? Et je me suis imaginé arrivant à la retraite, n'ayant plus besoin de travailler, et je me suis dit, voilà, tu dois choisir un ETF, un seul, auquel tu fais réellement confiance pour t'assurer un revenu pour ta retraite. Il y en a deux qui me sont venus tout de suite en tête. Deux qui me sont venus tout de suite en tête, c'est les Standard Poor's dividendes aristocrates américains et européens. Alors, américain, c'est SPYD, le code, je crois, et européen, c'est SPYW. Les deux sont gérés par SPDR, donc par la société Standard Poor's. Entre les deux, j'ai hésité. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Et si j'avais pris l'américain, eh bien, il aurait été en dollars et pas en euros. Première chose qui m'a fait changer d'avis. Enfin, pas changer d'avis, mais qui m'a permis de me faire un avis. Si j'avais pris l'américain, il aurait été en dollars et pas en euros. Ce qui fait que si le dollar avait baissé par rapport à l'euro, mes revenus auraient baissé. Or, cet ETF, je l'achète dans l'idée, je suis retraité, j'ai besoin d'un revenu complémentaire. Donc, j'ai besoin d'être sûr du revenu que je vais toucher. Et du coup, le fait que je dépende de la variation de l'euro par rapport au dollar
alors que je vis moi-même en euros, déjà, ça m'a fait un peu tiquer, même si les dividendes d'aristocrates américains sont nettement plus solides que les dividendes d'aristocrates européens. C'est des boîtes américaines qui versent des dividendes depuis plus de 25 ans et des dividendes croissants depuis plus de 25 ans. Donc, c'est des boîtes hyper solides qui ont traversé énormément de crises. En Europe, ce sont des boîtes qui versent des dividendes depuis 10 ans, stables ou croissants. Parce que des boîtes qui font ça depuis 25 ans, ça n'existe pas. Donc, donc, elles sont quand même moins, vous voyez, elles ont traversé moins de difficultés que les américaines, elles ont moins résisté que les américaines. Mais malgré tout, le fait qu'il n'y ait pas ce hedge et que j'ai pas réussi à en trouver côté américain avec un hedge, bah, fait que j'étais plutôt proche d'acheter les européennes. Et puis j'ai regardé les dividendes. Et c'est vrai que les dividendes versés par les européennes sont d'une part plus réguliers dans la croissance, c'est-à-dire que ça croît de manière beaucoup plus régulière, année après année, alors que les américaines, il y a quand même eu un ou deux petits sauts, et j'aime pas beaucoup ça dans la perspective où je veux être rentier et, et vraiment toucher des dividendes le plus régulier possible. Et puis en plus, le taux de rendement des européennes sont plus fort que celui des américaines. C'est-à-dire que les américaines sont, de mémoire, hein, parce que je n'ai pas noté pour les américaines, mais aux alentours de 2,7%, et les européennes sont aux alentours de 3,6%. Ça, c'est le dividende qu'elles vous versent. Après, vous avez la croissance de l'ETF, c'est un plus, c'est un bonus que vous touchez, hein. La croissance de l'ETF, c'est un bonus que vous touchez. Mais le dividende, c'est ce que vous avez directement dans votre poche. Donc voilà. Donc mon choix, si moi je devais en choisir un au moment où je suis retraité ou au moment où je cherche un revenu supplémentaire régulier, ça serait le SPYW, donc le Standard Poor's. Standard Poor's, c'est ça, euro, dividende, aristocrate, donc les dividendes aristocrates européens. Ça, c'est vraiment si je veux un revenu régulier, c'est-à-dire un revenu qui représente aujourd'hui 3,6% en dividendes que je touche, plus la valeur de l'ETF qui augmente très régulièrement. Donc ça, c'est ça que je cherche. Que vous dire de plus? C'est versé tous les trimestres, mais l'américain aussi le verse tous les trimestres et c'est vraiment ce que j'aimerais si je devais recevoir une rente. Si par contre, je voulais déjà acheter cet ETF, mais que j'avais pas la besoin de la rente aujourd'hui, que c'était juste des dividendes pour m'amuser et que j'aurais besoin de la rente dans 10 ou 20 ans, à ce moment-là, j'irai peut-être vers la version américaine, c'est-à-dire le Standard Poor's, dividende aristocrate américain, SPYD, parce que là, on a une croissance sur le long terme qui est beaucoup plus élevée. Le Standard Poor's, dividende aristocrate américain, augmente en moyenne de 10 ou 10 à 11% par an, exactement comme Standard Poor's 500, hein, dividende réinvesti, bien sûr. Et l'européen, lui, est quand même au-dessous. Il est de mémoire entre 8 et 9% par an, dividende réinvesti, hein. Donc voilà, mais si je devais vraiment toucher mes dividendes et que je compte sur mes dividendes, je prendrais l'européen. Si je ne compte pas sur mes dividendes, mais que j'ai beaucoup de temps devant moi, je prendrais dans ce cas, à la limite, l'américain. Voilà pourquoi voilà les 3 ETF que moi, pour moi, je choisirais, que je conseillerais sans hésiter à ma copine, que je conseillerais sans hésiter à mes enfants et que je ne peux pas vous conseiller parce que je ne vous connais pas personnellement et je ne sais pas quelle est votre situation à vous. Donc là, c'est à vous de faire les recherches. Mais vous avez compris, ces ETF, ils ont quelque chose en commun très clair. Un, ils sont UCITS tous les 3, tous les 4 même. Ils sont UCITS. Ils ont un émetteur qui est un émetteur solide, le Standard Poor's d'un côté ou la banque UBS de l'autre. Ils sont à réplication physique intégrale, c'est-à-dire que les ETF rachètent à l'ensemble des actions qui composent l'indice. Et vraiment, pour moi, c'est un des points, mais vraiment, vraiment les plus importants. Ils suivent des indices que j'aime bien et dont je suis certain de la solidité et que je ne perds pas. La troisième chose, si, pour ceux qui sont internationaux, ils sont hedgés, c'est-à-dire que
l'UBS sur le MSCI World est hedgé, le Standard Poor's sur le S&P 500, il est hedgé, et ce qui fait que je préfère l'ETF ce qui fait que je préfère l'ETF sur les dividendes aristocrates européens plutôt qu'américains, la première chose, bah, c'est que l'européen est en euros et que l'américain, lui, je n'ai pas trouvé d'ETF qui est un hedge. Donc, c'est-à-dire une assurance sur le taux, sur la différence entre l'euro et le dollar. Bref, ce sont peut-être pas les ETF les plus sexy, ce sont pas des ETF sur les pays émergents, mais les ETF sur les pays émergents, c'est pas pour moi. C'est quelque chose qui fluctue énormément et qui, sur la longue durée, ne rapporte pas plus qu'un Standard Poor's 500 jusqu'ici. Donc, c'est vraiment pas pour moi. J'aime pas du tout les montagnes russes. Je préfère des ETF qui soient solides, qui aient une certaine stabilité, même si la bourse fluctue, qui ait une certaine stabilité. Et c'est des ETF, bah, je peux les acheter aujourd'hui et puis la bourse peut fermer pendant 10 ans et je reviens dans 10 ans et je sais que j'ai gagné de l'argent et je dormirai tranquille tous les soirs. Voilà pourquoi ce sont les 3 ETF que j'achèterais volontiers si j'étais sur une île déserte. Un ETF qui reproduit la croissance mondiale, un ETF qui reproduit la croissance américaine, tous les deux en accumulation si je voulais juste augmenter mon patrimoine. Et puis un petit dernier pour si je souhaite recevoir des dividendes régulièrement parce que j'en ai besoin, par exemple, eh bien là, c'est l'ETF sur les dividendes aristocrates européens parce qu'il a une belle rentabilité, quand même 3,7%, c'est une belle rentabilité et un long historique. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez vous-même des ETF? Est-ce qu'il y a des ETF qui vous plaisent? Si vous voulez comparer des ETF, n'oubliez pas, dans la description, j'ai mis un lien. Vous pouvez aller voir, c'est totalement gratuit, hein, et vous pouvez vraiment comparer des ETF sur absolument tout. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder ça. Ceux qui sont abonnés à la newsletter de DME ont eu ce lien en avant-première il y a déjà quelques semaines. Si vous voulez avoir des liens en avant-première, si vous voulez avoir des idées d'investissement, abonnez-vous à la newsletter de Draw My Economy. Le lien est dans la description. Là aussi, c'est une newsletter totalement gratuite qui paraît une fois par semaine. Et mon engagement, c'est 5 minutes de lecture par semaine, pas plus. 5 minutes de lecture par semaine. 3 idées sur l'économie telle qu'elle est actuellement, donc qu'il faut connaître sur l'économie, et une idée d'investissement avec un lien utile pour l'investissement. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas de blabla, et c'est une newsletter qui est gratuite et qui restera gratuite. Là, en août, elle est en veille, mais elle redémarre dès le 1er septembre, donc n'hésitez pas à vous inscrire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo, et moi je vous dis à très bientôt.